On débute donc par cette information. Salman Rushdie est toujours hospitalisé sous respirateur artificiel après avoir été poignardé hier lors d'une conférence dans l'État de New York. L'agresseur présumé est un homme de 24 ans. Il a été interpellé et placé en détention. On fait le point sur les derniers éléments de l'enquête avec Estelle Farge. Foi a également été atteint. Une agression qui continue de faire réagir intellectuels, artistes ou personnalités politiques. Les messages de soutien affluent. En France, Emmanuel Macron a rappelé l'importance du combat de Salman Rushdie qui incarne selon lui la liberté et la lutte contre l'obscurantisme. Pauline Forgue. Des mots forts et son œuvre exceptionnelle. Et autre réaction en direct sur France Info avec notre invitée Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Tout d'abord, comment avez-vous réagi en voyant ces images hier de cette agression ? J'ai été atterrée et je crois que l'opinion publique, elle aussi, à travers aussi bien les simples citoyens que les personnalités politiques ou littéraires, sont absolument atterrés et indignés. Évidemment, on se demande comment une telle chose est possible. Depuis 1989, la fatwa lancée par les autorités iraniennes, mais même dès la sortie du livre en 1988, un an auparavant, des manifestations se sont succédées dans une sorte de phénomène d'auto-intoxication des opinions publiques, avec des gens dont on pensait que véritablement ils n'avaient pas pu lire le livre, tellement quand on a lu les versets sataniques, les 600 pages d'un livre extraordinaire qui est une grande œuvre littéraire, il faut rappeler cela. Salman Rushdie est d'abord un écrivain magnifique. Le passage sur les versets sataniques qui font appel d'ailleurs à un débat qui existe à l'intérieur même des théologiens musulmans, fait quelques lignes, enfin quelques paragraphes dans le livre. Et c'est ce qui m'étonne un peu, c'est que les opinions publiques justement ont considéré que c'était une affaire strictement entre des obédiences musulmanes ou une affaire politique de la part des autorités iraniennes, alors qu'en fait nous étions tous concernés et que à travers tout ce qui s'est passé depuis ces 33 ans, on voit que la question de la liberté d'opinion, la liberté d'expression a toujours été mise à mal avec la multiplication des autodafés, des attaques contre des centres culturels, contre des bibliothèques, contre des personnalités non musulmanes, mais qui simplement, par exemple, avaient exposé dans leur librairie le livre de Salman Rushdie ou même ses autres ouvrages. Je rappelle le fait de l'assassinat du traducteur japonais de Salman Rushdie, les attentats contre son éditeur norvégien, contre son traducteur italien, contre son traducteur turc, et véritablement également des essais d'influence politique. Je crois que c'est dans les années, à la fin des années 2000, la reine d'Angleterre a décerné le titre de chevalier à Salman Rushdie, et les Pakistanais, le gouvernement pakistanais a exigé des autorités anglaises qu'elles retirent ce titre qui avait été décerné à Salman Rushdie, et en disant si vous ne le faites pas, il y aura une vague d'attentats suicides. Enfin, voilà. Et véritablement, il a un peu disparu. Salman Rushdie a sans doute, au bout, est-ce par lassitude ou parce que on a estimé que les choses étaient étaient redevenues normales. On l'a un peu oublié. On l'a pas oublié. Ceux qui aiment la littérature l'ont pas oublié comme écrivain, mais on l'a oublié comme personne intrinsèquement menacée par ces attaques à la liberté d'expression. Oui, vous le disiez, cette fatwa, elle remonte à plus de 30 ans. Depuis, d'autres drames ont frappé l'Occident. On pense à Charlie Hebdo. Est-ce que tout a été fait pour lutter contre ce fléau de l'obscurantisme chez nous, mais dans d'autres pays de l'Occident ? Alors, effectivement, quand un tel
une telle horreur, un tel drame arrive, chacun se pose des questions sur ses propres responsabilités. Alors, bien entendu, il y a deux faits. Il y a la sécurité elle-même de l'écrivain, qui ne relève pas de la responsabilité, bien entendu, de la France, mais des autorités anglaises, puis actuellement des autorités américaines. Ce qui est rapporté, c'est que lui-même, Salman Rushdie, avait souhaité un allègement de ces mesures de protection qui sont extrêmement lourdes. On rappelle que dans les 6 premiers mois où la fatwa a été lancée, il a changé plus de 50 fois de domicile. Il racontait lui-même combien c'était lourd de prendre son petit déjeuner avec 4 gardes du corps dans sa cuisine. Et on comprend qu'il ait souhaité un allègement des mesures de sécurité. Mais oui, il est temps de rappeler que, en tout cas en France et ce n'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe, que le droit au blasphème est un droit inhérent à la liberté d'expression et qu'il faut le rappeler chaque fois que ces droits sont remis en cause. On l'a vu avec, bien sûr, les attentats contre Charlie Hebdo. Ça a été le drame le plus visible, le plus épouvantable. Mais le débat avait ressurgi, y compris dans l'opinion publique française, et je crois que c'est notre responsabilité de citoyens, c'est de citoyens éclairés, de rappeler cela. Cela aussi a été mis en avant lors de l'horrible assassinat de Samuel Paty. Et là encore, certains ont transformé la victime en bourreau. C'est absolument insupportable. Et justement, est-ce qu'à l'époque, à la fin des années 80, il a été assez soutenu, Salman Rushdie? On se rappelle qu'il y avait tout de même des débats au sein même, parfois, de la classe politique, aussi en France. Oui, on voit ces débats. Les débats ont été particulièrement très animés, disons, au sein de la classe politique anglaise. On se rappelle que dans le gouvernement de Mme Thatcher, il y avait des ministres qui, évidemment, souhaitaient que ces livres ne soient pas mis en avant, ne soient pas publiés au nom qu'est-ce que je pourrais dire, de la tranquillité, de l'apaisement. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Certains, vous connaissez la phrase fameuse je préfère une injustice à un désordre. Eh bien, l'injustice et l'injustice fondamentale que représente l'entrave à la liberté d'expression, l'injustice est profondément un désordre. Merci beaucoup, Roselyne Bachelot, d'avoir été avec nous pour aborder cette agression qui est intervenue hier contre Salman Rushdie. Merci. Et justement, on vient de le dire, l'écrivain britannique était la cible depuis plus de 30 ans d'une fatwa lancée par l'Iran, précisément par l'ayatollah Khomeini. Alors officiellement, pour l'instant, le pays chiite n'a pas réagi à cette agression, mais de nombreux journaux conservateurs, vous allez le voir, ont choisi de féliciter l'agresseur, Léo Marron. Nouvelle. À la une aussi, la lutte contre les incendies qui se poursuit dans plusieurs régions françaises. En Gironde, d'abord, cela fait plus de 2 jours que le feu ne progresse plus, mais la vigilance reste de mise. Et justement, on va retrouver sur place Nicolas Carvalho. Nicolas, quelle est désormais la tactique des pompiers pour venir à bout de cet incendie ? Il y a de la fumée, il y a des cendres, mais massive et toujours un peu plus de 7400 hectares brûlés. La lutte qui se poursuit également en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande. 400 hectares de végétation ont été détruits en 2 jours. Mais selon la préfecture du Morbihan, à l'heure actuelle, le feu ne progresse plus. Estelle Farge. Et à noter aussi ce 3e incendie extrêmement virulent en Ardèche, où on l'a appris tout à l'heure, 600 personnes ont dû être évacuées à cause des flammes. Et justement, ce qui complique le travail des pompiers, c'est la météo. Il fait très chaud encore en France aujourd'hui, vous l'avez remarqué. 16 départements, regardez, sont en vigilance orange pour canicule. À noter que des orages sont attendus dans l'intérieur des terres et sur la façade atlantique dès ce soir. Une canicule qui se couple à un épisode de sécheresse, ce qui complique, on l'a dit, le travail des pompiers, mais aussi des agriculteurs. Mais vous allez le voir, d'autres secteurs profitent tout de même de cette météo exceptionnelle. C'est le cas des producteurs de sel, à direction le Gard, au cœur des Salins d'Aigues-Mortes, avec Bérénice Deltato et Louis Florentin.